Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, comme vous le voyez derrière moi, l'intervention que je vais vous présenter s'intitule « Des êtres libres pour la cité future, engagement politique et éducation nouvelle dans l'orphelinat ouvrier, l'avenir social, année 1900, année 1950 ». Donc d'abord, je dois dire que ce que je vous présente ici est le résultat de recherches en cours qui ne sont pas finalisées. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ces bornes chronologiques, puisqu'en fait, l'orphelinat dont je parle a une existence plus longue que ce que j'évoque ici. Alors, je propose de commencer dans les années 1900 parce que c'est le début du projet de création d'un orphelinat ouvrier. Projet donc, de création qui est porté par Madeleine Vernet. C'est la personne qui est au centre de cette photographie, qui est en train de servir. Vous aurez des photos plus précises ensuite. Cet orphelinat a été effectivement mis sur pied en 1906. Je m'arrête dans les années 1950 parce que c'est là où je me suis arrêtée dans le dépouillement de mes sources, en fait, tout simplement. Mais l'orphelinat subsiste jusqu'à sa fermeture en 1988. Donc il traverse en fait l'histoire du XXe siècle avec une très grande longévité. C'est un orphelinat qui est assez exceptionnel parce qu'il existe des orphelinats corporatistes, l'orphelinat du syndicat, de la Fédération des métaux, etc., par exemple. Mais ici, c'est un orphelinat qui se revendique comme étant celui de toute la classe ouvrière, auquel contribuent tous les syndicats et notamment la CGT. J'en reparlerai. Son objectif est d'accueillir les enfants qui sont victimes du capitalisme, dans l'esprit des fondateurs, donc de personnes qui sont décédées des suites de maladies du travail, d'accidents du travail ou de la répression policière. Alors, je vais analyser cette expérience éducative à l'aune du concept d'éducation nouvelle, mais il faut bien dire que l'orphelinat ne s'en revendique pas en tant que tel, c'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas officiellement dans le mouvement, ils ne sont pas membres de la Ligue internationale d'éducation nouvelle. Et pourtant, dès ses débuts, le projet de l'orphelinat s'inscrit dans une remise en question des normes éducatives. Il faut dire par exemple que le fils de Francisco Ferrer est accueilli à l'orphelinat ouvrier L'Avenir Social, je crois que c'est en 1908-1909, donc c'est quand même un orphelinat qui s'inscrit dans les réseaux donc de l'éducation nouvelle. Alors quel est l'intérêt de travailler sur cet orphelinat ? Eh bien ici on est en fait hors du cadre strictement scolaire. Et on est dans un environnement où, finalement, on peut penser à plus grande échelle les remises en question des normes éducatives pour tout ce qui relève du milieu de vie, du quotidien, du rythme de vie, de la sociabilité enfantine. Alors, je dis que c'est en dehors du cadre scolaire. Je précise quand même qu'à certaines époques, l'école se fait à l'intérieur de l'orphelinat, avec un instituteur, une institutrice qui est propre à l'orphelinat, salarié de l'orphelinat, et que parfois, dans certaines périodes d'existence de l'avenir social, les enfants vont à l'école communale. Voilà, donc je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Alors, je propose d'avancer en deux temps. Dans une première partie, je vais revenir sur la fondation de l'avenir social, qui est l'initiative individuelle de Madeleine Vernet au croisement du socialisme, du féminisme et du pacifisme, en étudiant la période où elle est à la tête de l'orphelinat, donc entre 1900 et 1922. Alors tout d'abord, revenons aux origines de l'avenir social, une maison pour les bureautins. Alors, qui sont les bureautins sous la plume de Madeleine Vernet ? Les bureautins, c'est le surnom qu'on donne au début du siècle à ces enfants qui sont placés par l'assistance publique, qui ont été abandonnés par leur mère en général, et qui sont passés par le bureau de l'assistance publique. Madeleine Vernet est très sensible à leur sort parce que sa propre mère, en Normandie, au moment de sa retraite, si on peut dire comme ça, a accueilli 4 bureautines qu'elle a élevées. Donc c'était une femme extrêmement généreuse, etc. Mais Madeleine Vernet s'est rendue compte à travers le sort de ces bureautines et des bureautins en général de la difficulté de leur vie. Donc des discriminations qui pesaient sur eux à l'école. En fait, le principe de l'assistance publique, c'était de placer ces enfants dans des familles paysannes qui recevaient en contrepartie un petit pécule. Et le but en général de ces familles était de faire un peu de l'argent là-dessus. Et les bureautins étaient très souvent vraiment maltraités. Et ils retournaient ensuite comme domestiques pour les filles dans des familles bourgeoises ou pour les garçons dans l'industrie à partir de 12-13 ans et avaient une vie vraiment très peu enviable. Donc c'est face à la difficulté de la vie de ces bureautins que Madeleine Vernet a l'idée de fonder un orphelinat en autogestion qui soit une forme de troisième voie entre l'option assistance publique et placement dans des familles paysannes ou orphelinat confessionnel, qui est pour elle le pire de ce qu'on peut imaginer.
Comme elle ne trouve pas de solution en Normandie, Madeleine Vernet s'installe en 1904 à Paris et entre en rapport avec différents penseurs de l'éducation. Paul Robin, qui est l'ancien directeur de l'orphelinat de Sampuy, Ferdinand Buisson, ancien directeur de l'enseignement primaire, Nelly Roussel, qui est une militante féministe néo-malthusienne, Hélène Brion, institutrice syndicaliste, Marie Bonnevial, qui est aussi une institutrice féministe. Et avec tous ces soutiens, elle fonde l'orphelinat en 1906 à Neuilly-Plaisance, donc à l'est de Paris, à ses frais, parce qu'elle n'a pas réussi à lever de fonds, et avec un prêt d'argent de la part de sa mère. Donc c'est d'abord une initiative individuelle. Elle y accueille des orphelins de la classe ouvrière qui ont entre 3 et 15 ans. Elle bénéficie du soutien donc, de sa mère, je l'ai dit, de sa sœur. On voit la ressemblance qui est donc à gauche, ici sur cette photographie, et puis d'un certain Louis Tribier, qu'elle a rencontré dans le milieu des universités populaires, qui vient pour l'aider à l'été 1906, et puis qui y reste jusqu'en 1922, et qui devient son compagnon et le père de ses 3 enfants, dont un meurt enfant. 4 mois après la fondation, donc en août 1906, il y a déjà 24 pupilles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, à l'échelle du XXe siècle, il y a une quarantaine d'enfants qui sont en moyenne accueillis dans les murs de l'Avenir social. Alors l'Avenir social, je l'ai dit, c'est une œuvre de solidarité envers la classe ouvrière qui compte sur les dons des coopératives, des syndicats, etc. Mais c'est aussi un orphelinat qui est inspiré évidemment du socialisme. Alors Madeleine Vernet écrit: nous avons donc à préparer des générations qui ne voudront pas accepter leur servitude et leur passivité. Nous avons à préparer une nation d'hommes libres pour remplacer cette génération d'esclaves qui ne sait que ramper, se courber, gémir et implorer des grâces. Pour elle, les enfants qui sortent de l'assistance publique et a fortiori des orphelinats confessionnels ne correspondent pas aux idéaux de la classe ouvrière d'où ils viennent. Elle écrit aussi, en 1911, « Nous ne sommes pas les apôtres d'un isme quelconque. Nous éloignons de notre enseignement, de notre éducation, tout ce qui pourrait donner une forme sectaire. » Donc Madeleine Vernet reste quelqu'un qui a en tête finalement les idéaux d'esprit critique, mais qui refuse toute forme de sectarisme dans les murs de son orphelinat. Alors, à quoi ressemble la vie quotidienne dans cet orphelinat d'avant-garde ? Les méthodes d'éducation novatrices qui sont mises en place à l'Avenir social le sont surtout après 1908. 1908, c'est la date du déménagement de l'orphelinat à Épône. Il va y avoir de nombreux déménagements. Donc ici, vous voyez une maison plus grande dans laquelle finit par s'installer l'Avenir social comme locataire. Alors, dès les débuts, dès 1906, mais ça se prolonge en 1908, la première chose qui est appliquée dans cet orphelinat, c'est la coéducation. Ici, c'est Marie Bonnevial, donc, qui soutient l'orphelinat, qui décrit ce principe de coéducation. Nous voulons des êtres libres dans la cité future. Dégageons nos enfants du préjugé de sexe, comme du préjugé de race, comme du préjugé religieux, comme de tout préjugé. Nous rêvons d'égalité, préparons-la par l'éducation en commun dans l'école, afin que les individus des deux sexes se puissent considérer ensuite comme égaux dans la société. Et comment donc les initierons-nous à la pratique de la solidarité s'ils n'ont vécu la fraternité, conséquence de l'égalité ? Donc on voit ici les prémices politiques en fait, de ces méthodes éducatives. La difficulté étant que dès la première année d'installation à Épône, l'école qui fonctionne au sein de l'Avenir social est interdite. L'inspecteur d'académie passe dans cet orphelinat et finalement interdit la pratique de la coéducation, considérant que l'Avenir social rompt avec le principe d'une éducation non mixte dans l'instruction publique. Je vous passe les détails, mais il faut fermer l'école interne à l'Avenir social et placer les enfants à l'école communale. C'est pas grave, le principe de coéducation se maintient malgré tout sous d'autres formes. Par exemple, le partage des tâches ménagères chez les enfants. Je vous donne un exemple qui date de 1922. Les plus grandes et les plus grands doivent apprendre à raccommoder. C'est se rendre utile dans la mesure de ses moyens. C'est aussi apprendre à dépendre le moins possible des autres. De plus, ce travail domestique, fait en commun, démontre aux garçons que le travail dans lequel est souvent cantonnée la ménagère n'est pas toujours captivant. Ils se rendent compte qu'au fond, il y a bien peu de besogne propre à un sexe et non pas à l'autre.
Il faut dire que c'est aussi le cas du partage des tâches entre Madeleine Vernet et Louis Tribier, qui sont très surveillés par la police, ce qui m'arrange beaucoup parce que j'ai beaucoup de sources policières. Et par exemple, un policier est très très étonné de voir Louis Tribier faire la lessive pendant que Madeleine Vernet fait les comptes de l'orphelinat. Alors, ces méthodes pédagogiques ou éducatives innovantes se traduisent aussi par des préoccupations hygiénistes à l'intérieur de cet orphelinat. Notamment dans l'organisation de la maison. Madeleine Vernet est très attentive à l'alimentation des enfants, à l'aération des salles, par exemple, on dort fenêtre ouverte, sauf en hiver, bien évidemment, à l'hygiène corporelle. Tous les samedis, les enfants prennent un bain, ce qui, à la belle époque, n'est pas si commun. Elle développe un système d'école en plein air. On voit en haut de cette diapositive une classe en plein air avec les pupitres qui sont dans la cour. Et puis, elle donne beaucoup d'importance au sport. Donc, gymnastique, course, football. Et tous les dimanches, à l'Avenir Social, on fait une grande randonnée où il n'est évidemment pas question de marcher en rang 2 par 2, parce que ça, c'est ce que font les orphelinats confessionnels. Ici, c'est l'heure du libre défoulement. Ces méthodes pédagogiques sont aussi évidemment teintées de socialisme. Par exemple, le maire d'Épône, qui est conservateur, accuse les enfants de chanter à l'école l'Internationale, la Carmagnole, et d'autres sources témoignent du fait qu'ils apprennent la Marseillaise de la paix, qui était une version revisitée de la Marseillaise mise en place par Paul Robin à Sampuy. Évidemment, Madeleine Vernet insiste aussi sur l'importance de la coopération, de l'entraide, du travail collectif et insiste sur la nécessité de valoriser également le travail manuel et le travail intellectuel dans la vie quotidienne de l'Avenir Social. Alors malgré tout, le couple Vernet-Tribier rencontre de nombreuses difficultés. La première difficulté, c'est le manque d'argent. L'Avenir Social est une maison très pauvre et Madeleine Vernet passe sa vie à chercher de l'argent pour nourrir les enfants de l'Avenir Social. Deuxième difficulté, l'hostilité de la mairie d'Épône et de l'administration de l'instruction publique, qui voit d'un mauvais œil cette initiative un peu révolutionnaire. Troisième difficulté, le nombre trop important de pupilles accueillies. En fait, Madeleine Vernet n'arrive pas à dire non quand on vient lui apporter un enfant et que les parents, enfin le père ou la mère restant, n'ont pas les moyens de contribuer suffisamment à son entretien. Donc par exemple, pendant la Grande Guerre, en 1918, il y a 73 enfants dans l'orphelinat, alors qu'il n'y a qu'une quarantaine de places. Et puis, quatrième difficulté, rencontrée notamment par Madeleine Vernet, mais aussi par Louis Tribier, c'est leur militantisme politique. Donc, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, Madeleine Vernet est pacifiste, et donc elle est très suivie par les policiers, et c'est très compliqué, il y a des perquisitions, etc. Deuxième partie et dernière, un orphelinat ouvrier aux mains des communistes pour une éducation prolétarienne. Donc là, je passe à la deuxième phase de l'orphelinat entre 1922 et les années 50. Donc tout d'abord, je propose de revenir sur la déchirure de 1922 ou les effets de la partition du monde du mouvement ouvrier sur l'Avenir Social. Donc pour rappel, en 1920, décembre 1920, il y a le congrès de Tours qui marque la scission au sein du mouvement socialiste français entre ceux qui restent fidèles à la vieille maison, donc comme Léon Blum, c'est-à-dire qui restent socialistes, et ceux qui adhèrent à la révolution de 1917 des Russes et qui deviennent donc communistes. Cette division ensuite se fait aussi dans le mouvement syndical, etc. Donc c'est évidemment une difficulté pour l'Avenir Social qui vit des fonds qui sont envoyés par les syndicats, les partis politiques, etc. Donc en 1921, la position de l'Avenir Social, c'est d'être au-dessus des partis. Donc dans le bulletin, ils rappellent leurs idéaux éducatifs. Notre idéal, c'est l'école unique du travail. Pour s'approcher de sa réalisation, il faut développer chez les enfants l'esprit de libre discipline, faire naître l'esprit d'observation qui doit porter d'abord sur les phénomènes concrets, les habituer, par l'étude des sciences exactes, à une méthode rigoureuse de pensée et de recherche de la vérité. L'enseignement de l'histoire doit surtout être un exposé des efforts successifs de l'humanité travailleuse vers son affranchissement, aussi bien politique qu'économique. De cet enseignement doit se dégager un profond amour pour les travailleurs de tous les temps et de toutes les nations. L'esprit d'internationalisme est une conséquence logique de ces conceptions éducatives. Nous n'oublions jamais d'orienter l'esprit de nos enfants vers le rapprochement de tous les prolétariats mondiaux, séparés artificiellement dans leurs intérêts par le capitalisme, fauteur de guerre et de misère. Un tel programme n'est-il pas inspiré de l'idéal qui anime toutes les organisations ouvrières si nous nous en référons à l'esprit de nos statuts ? Ces organisations peuvent se séparer sur divers moyens à employer pour arriver au but, mais nous sommes convaincus qu'il serait préjudiciable à l'intérêt de tous les prolétaires de tenir compte, dans l'éducation de leurs enfants, de ces divisions.
Donc belle parole en 1921, mais la catastrophe arrive en 1922, puisque Madeleine Vernet et Louis Tribier sont mis en minorité au conseil d'administration de l'Avenir social, où sont représentés différents syndicats, etc. Ce sont les seuls à rester socialistes, envers et contre tout d'ailleurs, vu leur parcours, mais ils sont donc mis en minorité par les communistes et ils sont finalement évincés de la direction de l'orphelinat. Ils doivent quitter les murs de l'orphelinat en janvier 1923. Et c'est une autre phase, évidemment, de la vie de l'orphelinat, d'autant plus que l'orphelinat déménage à La Villette aux Aulnes, à Mitry-Mory, donc nouveau bâtiment, nouvelle direction, où cette fois, enfin, l'orphelinat est propriétaire de ses murs, ce qui est évidemment un grand soulagement d'un point de vue financier parce qu'il était très difficile de payer les loyers et c'était évidemment un trou financier. On entre donc dans une période de mise en place d'une éducation prolétarienne, le terme même de éducation prolétarienne n'apparaissant qu'après la Première Guerre mondiale. Alors, comment caractériser cette éducation prolétarienne ? Premier point, évidemment, cette éducation s'inspire du modèle russe. L'idée est de constituer un îlot de pédagogie révolutionnaire dans un État capitaliste, pour reprendre les termes. Alors, les directeurs de cet orphelinat ne s'inscrivent pas donc, dans les logiques du BIE, mais plus dans celle de l'Internationale des travailleurs de l'enseignement, sur lesquels Frédéric Moll a travaillé. Donc, l'idée est de suivre ici le modèle communiste en l'appliquant dans un pays capitaliste. Alors, l'objectif, qui existait déjà avant cette date, c'est le self-government, le but étant de développer l'esprit collectif, le sens des responsabilités chez chacun, dans un but plus global de contribuer à l'indépendance du prolétariat et à sa capacité à se gouverner seul. Alors, comment ça se traduit concrètement ? Le vendredi soir, le gouvernement de la République de l'orphelinat se réunit. Les responsables des différents ministères ou commissariats rendent compte de leurs activités. Le président du gouvernement mène les débats, on discute, on critique et l'on suggère aussi. Les suggestions nous sont rapportées soit verbalement ou par le journal mural et mises en application si elles sont judicieuses. Parfois, avec le gouvernement se réunit la Cour de justice. Et à ce sujet, il est bon de souligner que les rares sanctions punitives infligées par la Cour de justice l'ont toujours été par l'unanimité de ses membres. Voilà, donc même dans l'orphelinat ouvrier, il y a des purges, comme en Russie soviétique à ce moment-là. En tout cas, il y a eu des dérives de ce modèle de fonctionnement. Troisième point, la volonté de ne pas élever les enfants en serre chaude, pour reprendre les termes utilisés, c'est-à-dire la volonté d'élever les enfants orphelins de la classe ouvrière dans un certain confort de vie, la joie de vivre, le bonheur, etc. Et en même temps, la volonté qu'ils partagent les luttes quotidiennes de leur classe. Donc comment est-ce que ça se traduit ? Ça se traduit notamment par l'accueil d'enfants d'ouvriers grévistes. Donc par exemple, lors de la grande grève du textile à Halluin en 1928-1929, les enfants de mineurs du Nord, dont les familles n'ont plus les moyens de les nourrir, sont envoyés à l'orphelinat ouvrier et donc partagent la vie des petits orphelins et leur apportent dans une certaine mesure la réalité quotidienne de ce que c'est qu'être un enfant de mineur à cette époque. Quatrième élément, la médicalisation de l'éducation. Donc là, vous avez un exemple en 1921 de calcul de coefficient de robusticité pour rationaliser l'éducation des enfants en fonction de ces critères sanitaires. Donc on voit par exemple que beaucoup de filles ont un coefficient de robusticité un peu faible, donc il faut leur faire du sport, etc. Et puis en 1935, il y a la création d'une commission psychomédico-sociale avec la collaboration d'Henri Vallon, notamment pour sélectionner les enfants qui entrent à l'orphelinat, pour éviter les cas d'anormaux, puisque c'est le terme qu'on utilise. Et en 1956, on peut lire qu'aucun lycée ni pensionnat, même parmi ceux qui recrutent dans la plus riche clientèle, ne possède un semblable système scolaire basé sur les données de la psychologie expérimentale. Cinquième point, c'est une école de la vie. Toute école révolutionnaire doit être replacée dans la vie pour qu'elle devienne active et vivante. Si nous voulons appliquer ce principe à l'AS, nous dirons qu'il faut extérioriser la classe. Si nous étions une école russe, l'école se transformerait vite en école à l'usine, mais l'usine capitaliste n'accueille pas pour les instruire les petits enfants d'ouvriers. À l'AS, les enfants aident à rentrer les récoltes en automne, ils les pèsent, en estiment la valeur. Sixième et avant-dernier point, la mise en place d'une imprimerie scolaire à partir de 1928
On peut lire par exemple que l'imprimerie donne à nos pupilles cette joie que n'ont pas eue les écoliers de jadis, qui lisaient les seules productions des grandes personnes. L'enfant maintenant s'imprime lui-même et comme le dit Freinet, la psychologie moderne enseigne un plus grand respect de la personnalité infantine, une appréciation plus impartiale et plus sympathique des possibilités créatrices de nos élèves. L'ère de la domination exclusive de l'adulte semble se clore définitivement en éducation. Dernier point qui caractérise cette éducation prolétarienne, les voyages et les colonies de vacances. Alors, il y en avait déjà dans l'entre-deux-guerres, par exemple à l'île de Ré, mais après la Deuxième Guerre mondiale, on fait même des voyages dans les démocraties populaires. Donc, par exemple, en 1952 et 1953, les enfants de l'avenir social vont en Roumanie populaire. À partir de 1954, ils vont en RDA. Donc, on voit ici l'inscription dans une internationale, évidemment, soviétique. Tout cela amène quand même à un risque d'embrigadement politique, et je vais conclure là-dessus. On voit les enfants participer évidemment à des collectes pour des grèves, faire circuler des pétitions pour obtenir des signatures, et finalement c'est ça, quelques décennies plus tard, qui amène la fin de l'orphelinat ouvrier. Ils déménagent dans la ville d'Orgemont en 1975, et ils ferment en 1988 suite à un conflit entre le personnel de l'établissement CFDT et la direction de l'avenir social, qui est devenue quasiment exclusivement CGT. Pourquoi ? Parce que le personnel accuse la direction CGT de vouloir embrigader les enfants et se refuse à cette forme de politisation extrême de l'éducation des petits orphelins à l'avenir social. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.